Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice 4 de l'examen de CDI de juin 2022. Et donc, je propose qu'on commence directement. Le premier point qu'on nous demande, le point A, c'est d'énoncer le théorème de la divergence. Et dans l'énoncé de l'examen, de donner la démonstration dans le cas où la région est un parallélépipède rectangle. Alors, c'est pas ce que je vais faire ici, vu que on a vu, la démonstration sur des domaines cylindriques. Mais je vais donc donner cette démonstration et bien sûr un domaine cylindrique. Donc commençons d'abord par l'énoncé. Donc soit gamma, un sous-ensemble de R3, qui est donc une région compacte de R3, dont le bord, donc dont la frontière, que je vais noter, donc dont le bord qu'on note des rondes gamma, est l'union de surface paramétrée. Et donc pour rappel, une surface paramétrée de R3, c'est un ensemble qui est en fait l'image d'une fonction de classe C1 injective et dont les dérivées partielles pour n'importe quel vecteur UV sont linéairement indépendants. Donc de classe C1, c'est-à-dire que cette fonction est continue, dérivable en tout point, et que les dérivées sont à nouveau continues. Donc voilà pour le petit rappel. Maintenant, soit grand F qui va de R3 dans R3, un champ de vecteurs lui aussi de classe C1, de classe C1. Alors, on a l'égalité suivante. L'intégrale triple sur oméga de la divergence de f de x dx est égale à l'intégrale double sur le bord de oméga du produit scalaire entre f dn, et donc où n représente le vecteur normal à oméga. Ça, c'est l'énoncé du théorème de la divergence, et on va donc maintenant passer à la preuve pour des domaines cylindriques uniquement. Alors d'abord, pour avoir bien en tête de quoi on parle, donc on s'intéresse aux ensembles suivants. Aux ensembles oméga de la forme appartenant à R3 de la forme suivante. Je vais faire un petit schéma pour qu'on ait une meilleure image de à quoi ressemble cet ensemble. Donc voilà, on s'intéresse aux ensembles de la forme suivante, où D, c'est à nouveau une partie compacte. Et H, qui va de R2 vers R3, est une fonction de classe C1. Alors je viens de me rendre compte qu'on ne voyait plus ce que j'écrivais. Voilà, je remets bien ma feuille. Et donc, l'ensemble, il ressemble à quoi? Je vais faire un schéma ici. On peut s'imaginer un ensemble de la forme suivante. Quelque chose comme ceci. Voilà. Hop. Donc cylindrique, c'est assez vague, hein, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et donc, ici, on aurait quelque chose comme ça. Voilà. Hop. Et donc,
le dessus, ça peut avoir un peu la forme qu'on veut. Voilà, bon, j'espère que le schéma est assez clair. En fait, voilà, c'est plutôt comme ça. Et donc voilà, on s'intéresse à des ensembles de cette forme-là, plus ou moins, où D, du coup, ce serait le domaine juste ici, l'espèce de poire écrasée, là, ça c'est D. Et ici, là, la surface qu'on voit ici, c'est l'image de h de xy, la fonction que je viens de définir là, et donc tout ça, c'est oméga. Donc voilà les ensembles sur lesquels on travaille. Alors maintenant, on va faire une hypothèse réellement sans aucune perte de généralité. On va supposer que le champ de vecteur f n'a une composante non nulle que en sa troisième composante. Alors vraiment, on ne perd pas de généralité ici parce que, en fait, tout ce qu'on a si on met une composante f1 et f2, c'est juste beaucoup plus de lignes de calcul, beaucoup plus de dérivées partielles, mais fondamentalement, ça ne change rien à ce qui se passe sur notre ensemble oméga. Et donc maintenant, eh bien, on peut calculer déjà la triple intégrale là, de la divergence. Donc on sait que ceci, pour un point P qui appartient à oméga, c'est égal à la triple intégrale de la dérivée partielle de f3 par rapport à z appliquée en P. C'est vrai que j'aurais pu le faire, hein, mais pour rappel, la divergence de f de x pour f, un champ de vecteurs, bah, c'est égal à la dérivée partielle de f1 par rapport à dx1 appliquée en x, plus la dérivée partielle de f2 par rapport à x2 appliquée en x, plus la dérivée partielle de f3 par rapport à x3 appliquée en x. Et donc ici, puisque notre composante 1 et 2 sont nulles, et bah ces dérivées partielles-là sont nulles. Et donc cette chose-là, c'est égal à l'intégrale double sur d de l'intégrale de 0 jusqu'à xy de la dérivée partielle de f3 par rapport à z dz, puis disons dy dx. Parce que réellement ici, cette chose-là, en fait, on fait varier uniquement selon z. Et donc ça, bah, cette intégrale-là, cette chose-là, je peux la calculer. C'est égal donc, tout ça c'est égal à l'intégrale double sur d de, alors par le théorème fondamental de l'analyse, de f3 en x, y, h de xy, voilà, moins f3 de x, y, 0, petite parenthèse ici, dy dx. Et donc, voilà où on en est. Maintenant, on va faire quelques observations. Remarquons que la frontière d'oméga, des ronds d'oméga, en fait, c'est l'union de 3 parties de R3. Si je reprends mon petit schéma, on voit que c'est l'union de cette surface-ci que je vais colorier en vert ici. C'est également l'union du bord latéral, de ce bord-ci, que je vais colorier comme ceci. Voilà, ça c'est le bord d'oméga. Et la troisième partie, ce n'est autre que cette espèce de toit ici, que je mets en rose ici. Donc oméga, vraiment, c'est l'union de 3 parties de notre espace. Et on remarque que pour cette
cette partie ici, donc je vais peut-être les noter. Donc l'union de les trois parties, on a quoi? On a la surface suivante. Voilà, cette surface-ci. Ce que je vais appeler le bord latéral, qui était en orange, si je ne me trompe pas. Et le graphe de H. Pour cette dernière surface, pour le graphe de H, on n'a que le vecteur normal, enfin pas le vecteur normal, mais le produit vectoriel entre la dérivée partielle de f par rapport à u et la dérivée partielle de f par rapport à v, eh bien il est donné, enfin c'est le vecteur suivant, il est donné par, bien du coup c'est moins la dérivée partielle de h par rapport à x en xy, moins la dérivée de h, dérivée partielle de h par rapport à y en xy, 1. Et donc maintenant, on peut calculer le flux de f sur la frontière de oméga. Le flux de grand F sur la frontière de oméga. Donc c'est donc cette chose-ci que je vais calculer maintenant. Donc on a déjà calculé la divergence de f de x sur oméga. Maintenant on va calculer son flux sur sa frontière. Alors, c'est donné par l'expression suivante. Ben, c'est égal à la double intégrale sur ma surface D du produit scalaire entre f de x, y, 0 et 0, 0, moins 1 dx, dy. Donc ça, c'est sur la surface du bas. Donc mon vecteur normal, bah, effectivement, il vaut moins 1 vu qu'il pointe vers le bas. Et il n'a aucune composante selon x et y. Donc là, je décompose en gros ma frontière entre les trois parties qu'on a observées juste ici. Plus, je vais devoir prendre une autre feuille. Je vais peut-être réécrire ça sur la même feuille. Donc je réécris juste ce que j'ai déjà noté. C'est égal à l'intégrale double sur d croix 0 de f de x, y, 0. Donc ça, c'est mon vecteur normal. dx, dy. Plus maintenant... Alors là, on va... Ah, c'est plus sur cette feuille-ci. Donc maintenant, on va s'intéresser à la surface en orange, ici, le bord latéral. Et donc, en fait, on va juste noter ça comme ceci. Voilà, je vais noter l'intégrale sur le bord latéral de f produit scalaire n. Mais puisque n sur cette région, en fait, n est perpendiculaire du coup à la surface orange et donc horizontale en tout point, et que notre champ de vecteur f a une composante seulement selon z, en fait, cette chose-là, par la propriété, vu que ça forme deux vecteurs orthogonaux, cette chose-là vaut 0 par propriété du produit scalaire, donc ça c'est égal à 0. Et enfin, quand j'intègre maintenant sur la dernière surface qui était le graphe de f, ici, bah là du coup, la circulation de f, c'est égal à la chose suivante, donc sur le graphe de f, c'est égal au produit scalaire de f de x, y, h de x, y, voilà, avec
le vecteur normal qu'on avait calculé précédemment, d rond h, d rond x en xy, moins d rond h, d rond y en xy, et 1, voilà. Et donc maintenant, on peut réécrire toute cette chose-là. Alors du coup, ceci, ça vaut 0. Là, tout ce qu'on va avoir, c'est moins la troisième composante de f, donc moins l'intégrale sur d de f3 en x, y, 0 selon dx, dy, hein, en développant le produit scalaire, plus, alors la dérivée de h, donc je disais, pardon, le produit scalaire ici entre cette dérivée partielle et f de xy, h de xy, on se rappelle que notre champ de vecteur, à nouveau, il a une composante uniquement en z, en x elle vaut 0 et en y elle vaut 0. Donc quand on développera les produits scalaires, cette dérivée partielle et cette dérivée partielle là vont disparaître. Et tout ce qui va nous rester, c'est une fois, donc l'intégrale double, une fois de ceci, f3 de x, y, h de xy, par rapport à dx et dy. Et donc en fait là, c'est fini. On vient parce que ceci c'est égal, si je réécris ceci, c'est égal à l'intégrale double de f3 entre parenthèses de x, y, h de xy, encore une ici, moins f3 x, y, 0 dx, dy. Et cette chose-ci, qu'on vient de calculer, eh ben, c'est égal à la divergence de notre champ de vecteurs qu'on avait calculé précédemment, qui se trouve juste ici. Voilà, donc ces deux choses sont les mêmes. Et donc ceci clôture la démonstration sur des ensembles de domaines cylindriques. Donc voilà, cette démonstration est terminée. C'était surtout une démonstration calculatoire, peut-être pas très élégante, mais elle fonctionne. Et maintenant, on va du coup s'attaquer à l'exercice B. L'exercice B, on nous demande de démontrer la chose suivante. Donc on a f, un champ de vecteurs de R3 vers R3. Et en fait, f, c'est l'identité, donc c'est-à-dire qu'à chaque vecteur x, y, z, il associe x, y, z. Et on veut montrer que si A, c'est une surface C1 par morceau qui est fermée, et qui est le bord d'une région bornée R, alors on veut montrer que le volume de R, c'est égal à 1/3 de la circulation du flux de F sur S. Alors là, en fait, on applique purement le critère, le théorème de la divergence. On sait que S est le bord de R, et donc on sait que l'intégrale triple sur R de la divergence de F en P, disons, pour P qui appartient à R3, c'est égal à l'intégrale double sur la frontière, pardon, pas de gamma mais de R, qui est égale à S, de la circulation de F dN. Alors ici, la divergence de F, elle n'est pas très compliquée à calculer. Si je remontre la définition qui était ici, voici, et bien du coup, la divergence de F, elle est simplement égale à 3. Et donc on a que l'intégrale triple sur R bien de 3 dp, c'est égal à l'intégrale, la circulation de f sur n. Voilà. Mais en fait, ceci, c'est équivalent à dire que l'intégrale triple sur r de dp, ou donc dp c'est pour, j'aurais dû noter peut-être comme ceci, dx, dy, dz, hein, c'était pour p qui appartenait à R3, ça revient à dire que du coup, je peux diviser par 3 et c'est égal à 1/3 de l'intégrale, la circulation du flux de f sur S, et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer, vu que ceci, ce n'est rien d'autre
que le volume de R par définition. Alors ensuite, pour le point 2, donc ça c'était le point 1 du B, voilà, le point I du B. Le point 2, en fait, peut-être qu'un petit dessin, donc un petit schéma sera éclairant. Donc, pour bien visualiser de quoi on parle, donc on est dans notre espace à 3 dimensions, et on a un cône qui ressemble à ceci. C'est-à-dire qu'on a notre plan P qui est égal à Z, où Z c'est la hauteur H, donc on a quelque chose comme ceci, et le sommet de notre cône c'est l'origine en fait, c'est le point 0, 0, 0. Et ensuite on dit que la base de notre cône c'est un ouvert de P, donc P il faut s'imaginer que c'est tout le plan qui passe par H, et donc on a quelque chose du style qui peut ressembler à ça. Voilà, et donc notre cône, il est un peu à l'envers, quoi, on a envie de dire. Il ressemble à quelque chose comme ça, quoi. Bien, du coup, on sait par le point 1 qu'on vient de faire, on sait que le volume ici du cône qu'ils ont appelé C, c'est égal à 1/3 de la circulation de F, notre champ de vecteur, sur la frontière de C, comme ceci. Et du coup, ce qu'on va faire, en fait, c'est un peu la même technique. On va décomposer, que pour la démonstration du théorème de la divergence, pardon, on va décomposer notre ensemble en deux surfaces ici. Donc on aura la surface B, ici, qui sera la base de notre cône, et la surface L, qui est tout le reste, en fait, le cornet, quoi. Et donc, cette chose-là, maintenant, je peux la décomposer. C'est égal à 1/3 de toute cette chose. Donc, de l'intégrale double sur B, alors du coup, du flux, de f, pardon, de x, y, h, parce qu'on se trouve sur B, et donc ici, la variable z est constante, elle vaut h. Produit scalaire 0, 0, 1. Ça, c'est notre vecteur normal qui, ici, en tout point de B, en fait, elle-même, hein, pointe comme ça vers le haut, d'où 0, 0, 1. Voilà, dx, dy, plus, du coup, l'intégrale double sur L, de quoi? De f de gamma de S de t, vecteur normal dx, dy. Alors qu'est-ce que c'est ce sigma, pardon, j'ai dit gamma, c'est sigma. Donc je vais prendre une autre feuille, donc sigma, c'est un paramétrage du coup qui va, disons, de n'importe, en fait, disons d'un ensemble E vers R3, et qui, à tout couple ST, associe sigma de ST. Et donc ça paramètre notre surface S, et on a que N, c'est le vecteur normal, donc c'est cette chose-ci, de T. Et donc ça, c'est le vecteur normal qui est induit par ce paramétrage. Et en fait, on remarque que, avec ce champ de vecteurs, f de sigma de st, c'est toujours un vecteur qui est en réalité perpendiculaire au vecteur normal n. Donc ça, ce serait n, ce serait mon sigma de st. Pareil, ici, ce serait n et là, sigma de st. Je ne sais pas si c'est très clair sur la vidéo. Mais à chaque fois, ces deux vecteurs sont orthogonaux. Et donc, puisque ces deux vecteurs sont orthogonaux, on n'a que l'intégrale qu'on avait juste ici, en fait elle vaut 0, parce que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est nul.
Et donc finalement, on se retrouve avec uniquement cette chose-ci, et ce produit scalaire-là, en le développant, eh bien, ça donne juste h. Donc on a, si je reprends tout ce qu'on avait écrit, que le volume de C, qui est égal à 1 tiers de l'intégrale sur la frontière de C du produit scalaire de f dn, bah ça c'est égal à quoi? C'est égal à 1 tiers, et maintenant on peut simplifier toutes les intégrales qu'on avait, de l'intégrale sur b de h dx dy. Alors ici, h c'est un scalaire, hein, donc je peux le sortir, et donc ça c'est égal à 1 tiers de cette double intégrale-ci. Mais en fait, ceci, qu'est-ce que c'est? Ben, par définition, c'est le volume de B, donc en l'occurrence B est une surface, donc c'est l'aire de B. Et donc on obtient bien que c'est égal à 1 tiers de h fois l'aire de B, qui était la relation à démontrer. Donc voilà qui clôture cet exercice. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.